Bonjour à tous, bienvenue à votre nouvelle séance Prépare-toi, Maths 14. Nous allons parler aujourd'hui de modélisation, de suites imbriquées, de suites géométriques et aussi de suites arithmético-géométriques. Alors je reprends le sujet qu'on avait vu à la fin de la dernière vidéo. Donc on considère deux personnes qui se rencontrent, un riche, un pauvre. Le riche décide de donner la moitié de sa fortune au pauvre, qui obtient donc une nouvelle fortune. Cette nouvelle fortune, par générosité, il décide de rendre la moitié de la nouvelle fortune acquise aux riches. Et on se pose la question, que se passe-t-il si le riche continue à effectuer donc ce procédé, c'est-à-dire qu'après avoir reçu de l'argent du pauvre, il dit je fais le bilan de ma nouvelle fortune, je redonne la moitié au pauvre, et le pauvre redonne la moitié de sa nouvelle fortune aux riches, et ainsi de suite. Donc je vous demande ce qu'il advient des fortunes respectives de ces deux personnes. Et donc, on voit que c'est un problème ouvert. On va parler de modélisation. Comment modéliser une telle situation? On va commencer, et je vous conseille très vivement, quand vous êtes face à un problème ouvert, de prendre d'abord des cas particuliers. Ça permet vraiment de bien positionner le problème. Attention, parfois on prend des cas particuliers trop spéciaux, souvent ce qu'on appelle des cas dégénérés. Par exemple, on pourrait dire qu'on donne une fortune aux riches. Donc là, j'ai pris une fortune de 100, ce que vous voulez. Ça peut être des euros, ça peut être ce que vous voulez. Et du coup, la fortune du pauvre, quand je donne ce genre de problème aux élèves, il y a beaucoup d'élèves qui disent que le pauvre, il doit avoir 0. Alors, ce qui donne un cas très particulier qui ne permet pas forcément de comprendre ce qui va se passer dans un cas plus général. Donc là, le pauvre, il n'est que pauvre, il n'est pas forcément sans aucune fortune. Et dans ce cas-là, je dis que le pauvre a 5 fois moins finalement que le riche. Et donc, on va pouvoir se poser la question, qu'advient-il dans cette situation des fortunes respectives du riche et du pauvre? Alors, je vais vous présenter les choses d'une certaine manière dans ce cas particulier qui nous permettra de réexpliquer le cas général un peu plus tard, plus facilement. Donc, si je prends la fortune du riche qui est de 100, la fortune du pauvre qui est de 20, je vais me poser la question pour la première transaction, quelle est la somme qui est mise en jeu? La somme qui est mise en jeu, c'est la moitié de la fortune du riche, c'est-à-dire 50. Et donc, on va enlever cette valeur à la fortune du riche et la rajouter à la fortune du pauvre, ce qui va nous donner une fortune intermédiaire qui va être de 50 pour le riche et finalement de 70 pour le pauvre. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, on s'intéresse à la deuxième transaction, transaction 2, et cette fois-ci, c'est la moitié de la fortune du pauvre qui est en jeu, c'est-à-dire 35. Donc 35 est en jeu, et cette fois-ci, on va la rajouter au riche et l'enlever au pauvre. Et donc le pauvre se retrouve avec 35, et le riche va se retrouver avec 85. Et on peut se dire, que se passe-t-il si on continue? Donc on reprendrait 85 ici, 35 ici, et on recommence. On va reprendre la moitié de 85, ce qui va dire 42,5. On va les rajouter à 35, et on va les enlever à 85. Et on va faire la somme donc, de 42,5 avec 35, rediviser ça par 2 et rajouter à la fortune du riche. Et on va voir dans ce cas-là différentes valeurs qui apparaissent. Vous voyez que vu que ces différentes valeurs apparaissent, l'objet mathématique naturellement utilisable dans cette situation sont des suites. On va voir qu'on a deux manières possibles pour modéliser cette situation et qu'il y en a une qui est un peu plus adaptée que l'autre. Donc je vous ai préparé un algorithme Python qui permettait de calculer directement les valeurs en fonction des fortunes initiales du riche et du pauvre. Et ici, vous voyez le graphique que l'on obtient. On est parti d'une fortune du riche, donc les fortunes successives du riche sont en rouge, celles du pauvre sont en bleu. Et donc le riche part à 100, le pauvre part à 20. On voit qu'après la première transaction, le riche est devenu plus pauvre que le pauvre. Évidemment, il a donné la moitié de sa fortune. Mais qu'après la première transaction, donc quand on obtenait les valeurs que l'on a calculées en préambule, on obtient de nouveau que la fortune du riche est plus élevée que celle du pauvre. Et on voit qu'il y a finalement plusieurs transactions et qu'il y a une interversion comme ça qui s'installe au bout d'un moment entre les fortunes respectives du riche et du pauvre. La vraie question, c'est
Que se passe-t-il finalement si on continue à effectuer ces transactions à l'infini? Et on remarque quand même que le graphique que l'on obtient manque un peu de clarté parce que les fortunes s'inversent à chaque fois, pardon, et on pourrait se dire, finalement, on va définir une suite, mais pas dont les termes sont les valeurs des fortunes respectives après chaque transaction, mais après chaque double transaction, c'est-à-dire le riche donne au pauvre, le pauvre rend au riche, et on dit que ça c'est la nouvelle valeur de notre suite. Et dans ce cas-là, ça revient à avoir la valeur ici comme première valeur, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et on obtient le graphique suivant qui finalement nous donne les fortunes respectives du riche et du pauvre après la double transaction à chaque fois. On voit finalement que le graphique est beaucoup plus simple à lire et on voit aussi qu'il y a une sorte de stabilisation qui a l'air de se produire sur les fortunes des deux personnes. D'une manière rapprochée, on pourrait dire que la fortune du riche a l'air de se stabiliser vers 80 et la fortune du pauvre a l'air de se stabiliser vers 40. La vraie question à nouveau, c'est est-ce que vraiment la fortune se stabilise et comment obtenir les valeurs finales? Est-ce que c'est vraiment 80? Est-ce que c'est vraiment 40? Et pourquoi ces valeurs? C'est-à-dire si maintenant je change les choses, par exemple je prends toujours une valeur du riche qui vaut 100, mais cette fois-ci une valeur initiale du pauvre qui va faire 40, quel sera finalement le devenir du riche et du pauvre? Et on va voir finalement que dans le cas R égale 100 et P égale 40, qu'on obtient ce graphique-là, avec une évolution beaucoup moins nette de la fortune du pauvre dans ce cas, une diminution beaucoup moins nette de la fortune du riche dans ce cas aussi. Et l'autre question, c'est que la valeur qui a l'air d'être la valeur approchée, qui a l'air d'être la limite des deux suites, en tout cas pour le pauvre et pour le riche, on voit que ça a l'air d'être à peu près 47 ici et peut-être 93 ici, mais sans certitude. Donc on a une vraie nécessité, on a besoin de répondre en fait aux trois questions qui vont être les suivantes. La première, c'est est-ce qu'on a une vraie stabilisation des suites? Parce que ce n'est pas parce que sur les 6 premiers termes ou 10 premiers termes, on a l'impression qu'une suite se stabilise que réellement c'est le cas. Il y a plein de situations en mathématiques où finalement on a quelque chose qui a l'air d'être très tranquille et qui à un moment donné finalement commence à faire, disons, à changer complètement de comportement. Donc il n'y a rien de sûr. Deuxièmement, c'est est-ce que toutes les suites vont se stabiliser? Ce n'est pas seulement dans les deux cas qu'on a vus, mais quelle que soit la richesse, la fortune du riche et du pauvre au début, est-ce que dans tous les cas, les fortunes vont se stabiliser? Et la dernière question qu'on s'est posée, c'est si c'est le cas, comment obtenir les valeurs limites de ces deux suites à partir des valeurs initiales? C'est-à-dire maintenant je vous dis le riche a 147 et le pauvre a 18, quelles vont être finalement les limites de ces deux suites? C'est une vraie question et vous allez voir qu'on va réussir grâce aux suites géométriques, aux suites arithmético-géométriques et aux suites imbriquées, à trouver une solution à cette question, dans tous les cas, avec R et P, les fortunes respectives du riche et du pauvre, on aura une valeur limite qui sera obtenue. Donc nous nous plaçons maintenant dans le cas général, on définit nos deux suites, R indice N pour les fortunes respectives du riche, P indice N pour les fortunes respectives du pauvre. Attention, après une double transaction, hein, donc on est vraiment dans la deuxième situation qui simplifie fortement les calculs. Et donc on va essayer de chercher une relation qui va relier Rn plus 1 à Pn plus 1 à Rn et à Pn. On va voir qu'on ne va pas pouvoir directement obtenir Rn plus 1 en fonction de Rn et Pn plus 1 en fonction de Pn. Donc on va avoir au début nos fortunes qui sont respectivement Rn et Pn. Je vais refaire le même schéma qu'avant. On va refaire la première transaction. Et cette première transaction, elle concerne la moitié de la fortune du riche, donc un demi de Rn, qui va être enlevé à Rn, qui va être rajouté à Pn. Et donc on obtient en milieu de transaction un demi de Rn et Pn plus un demi de Rn. Et on arrive à une nouvelle transaction. Nouvelle transaction, cette fois-ci c'est le pauvre qui rend au riche et qui rend la moitié de sa fortune. La moitié de sa fortune, ce n'est pas la moitié de Pn, hein, c'est bien la moitié de tout ce qu'il a acquis après la première transaction. Et donc on va obtenir la moitié de Pn plus un demi de Rn. Et cette fois-ci, on va le rajouter au riche et l'enlever au pauvre. Et donc quand on enlève la moitié de quelque chose à quelque chose, il reste la moitié. Donc on va obtenir la moitié de Pn plus la moitié de Rn, c'est-à-dire un quart de Rn,
donc 1 demi de Pn plus 1 quart de Rn. Et pour la première, la fortune de la première personne, donc du riche, on va obtenir 1 demi de Rn. Et il va falloir lui rajouter cette fois-ci, 1 demi de, donc toute la somme de la deuxième transaction, c'est-à-dire 1 demi de Pn plus 1 demi de Rn. Alors si on fait le bilan, les deux valeurs que l'on obtient sont bien les fortunes après la double transaction, c'est-à-dire qu'on va avoir le système suivant, Rn plus 1 qui va valoir, on va pouvoir tout exprimer en fonction de Rn et de Pn dans ce même ordre pour les deux valeurs, pour n plus 1 et pour Pn plus 1. Vous allez voir, ça va permettre de comprendre quelque chose qui sera trivial à ce moment-là. Donc j'ai 1 demi de Rn plus 1 quart de Rn, c'est-à-dire 3 quarts de Rn, et 1 demi de Pn. Et pour Pn plus 1, je vais avoir 1 quart de Rn et 1 demi de Pn. Alors on appelle ça des suites imbriquées. Il y a beaucoup d'exercices en terminale, voire même parfois en première, qui traitent de telles suites. Alors évidemment vous êtes guidé, on ne vous laisse pas sans rien, vous n'avez pas les opérations qui permettent la théorie en tout cas, ni de la modélisation qui permet de pouvoir trouver des solutions dans tous les cas. Sachez juste qu'il existe une manière de modéliser ce problème grâce aux matrices et qui permet d'aller extrêmement vite et qui est extrêmement puissant. Ce n'est pas le but de ce TD. Si maintenant vous voulez qu'on essaie de voir ça avec les matrices, vous me le mettez en commentaire et je pourrais faire une séance, mais ce sera une séance entière où on essaiera de résoudre finalement ce système à l'aide d'une équation matricielle qui permettra d'obtenir les mêmes résultats évidemment, mais avec d'autres outils. Nous avons donc nos expressions pour Rn plus 1 et Pn plus 1. L'idée maintenant, c'est tout simplement de se dire, si je calcule Rn plus 1 plus Pn plus 1, c'est-à-dire 3 quarts de Rn plus 1 demi de Pn plus 1 quart de Rn plus 1 demi de Pn, on va voir qu'on va obtenir finalement Rn plus Pn. On a 3 quarts de Rn plus 1 quart de Rn, ce qui va faire 1 Rn, et on a la moitié de Pn plus la moitié de Pn, c'est-à-dire Pn. Ce qui est complètement logique, c'est se dire que la somme des fortunes reste constante, parce que dans les transactions qu'on faisait, chaque fois ce qu'on enlève à l'un, on rajoute à l'autre. Donc la somme des fortunes est forcément stable, transaction après transaction. Demi-transaction ou double transaction, à vous de voir. Dans tous les cas, il y a stabilité. Donc finalement, cette suite que je vais appeler Vn, alors, j'ai Vn plus 1 qui vaut Rn plus 1 plus Pn plus 1, je vais mettre un double point pour dire finalement que c'est juste la définition de Vn. Vn, c'est la somme des fortunes. Et bien cette suite va être constante. Et donc on sait que pour tout n, que j'écris maintenant avec le symbole quel que soit, ceux qui ne le maîtrisent pas, je vous invite à regarder la vidéo où on traite justement les symboles quel que soit et il existe. Donc quel que soit n appartenant à grand n, j'ai Vn qui vaut finalement son premier terme, c'est-à-dire V0, et V0 c'est la somme des fortunes respectives du riche et du pauvre au moment initial, c'est-à-dire grand R plus P, si j'appelle grand R la fortune du riche, initiale, et grand P la fortune du pauvre. Et donc j'ai ma suite, je sais que pour tout n, Vn sera égal à R plus P, et donc je vais pouvoir dire que le Pn que j'ai ici, quand j'ai mon Rn plus 1, qui vaut 3 quarts de Rn plus Pn. Le Pn, je vais pouvoir le remplacer par Rn, donc je sais que égale Rn plus Pn, et donc Pn, je sais que c'est R plus P moins Rn. Donc Pn, je sais que c'est R plus P, je vais faire un R un peu plus propre, R plus P moins Rn. Et donc j'obtiens que Rn plus 1 va être égal à, j'ai 3 quarts de Rn moins Rn, pardon, plus 1 demi de Pn. Donc j'ai 3 quarts de Rn moins 1 demi de Rn, ce qui va faire 1 quart de Rn, plus R plus P divisé par 2. Alors on obtient finalement, vous voyez, une relation qui relie Rn plus 1 à Rn, mais avec deux paramètres R et P.
Ceux que ça gêne, ceux qui ont du mal à suivre finalement et qui auront du mal à suivre dans les prochaines lignes, remplacez R et P par deux valeurs. Prenez par exemple, on a du mal à trouver la limite pour 100 et 40 et à prouver que ça converge pour 100 et 40. Vous prenez R égale 100, P égale 40. Donc vous remplacez ce coefficient par 70 et vous mettez en œuvre tout ce qu'on va voir par la suite avec 70 au lieu de R plus P sur 2. Ceux qui arrivent à suivre avec des paramètres, prenez ça vraiment comme des nombres. C'est comme si on avait pi. Et puis on n'écrit pas 3,14 ou encore moins 3 pour certains physiciens. Et du coup, on continue à garder nos paramètres sous cette forme-là et on va pouvoir exprimer, trouver le comportement finalement des suites en fonction de R plus P et on montrera que les suites convergent et que leurs limites s'expriment en fonction de R plus P. Nous avons donc notre lien Rn plus 1 qui vaut un quart de Rn plus R plus P sur 2 qui est de la forme A fois Rn plus B. Alors les suites, quand vous avez une relation qui relie Rn plus 1 à, qui est telle que Rn plus 1 est égal à A fois Rn plus B, ou Un plus 1 qui vaut A Un de tout plus B, dans le cas général, ce ne sont ni des suites arithmétiques ni des suites géométriques. On voit qu'on multiplie le terme précédent par un nombre, mais on ajoute aussi tout le temps un même nombre. Donc en fait, on voit qu'il y a les doubles procédés des suites arithmétiques et géométriques qui sont appliqués. Donc dans le cas où A est différent de 1 et où B est différent de 0, on est dans des situations où les suites sont ni arithmétiques ni géométriques, et on appelle ces suites des suites arithmético-géométriques. Je vais vous montrer la manière de résoudre de trouver la forme explicite des suites arithmético-géométriques dans tous les cas. Alors pas avec A et B, on va mettre en œuvre dans notre situation. Ceux qui veulent essayer de généraliser en gardant A et B dans les 4 étapes que l'on va avoir suite à ça, vous pourrez le faire et vous obtiendrez dans ce cas-là une formule générale pour la forme explicite d'une suite arithmético-géométrique. Pour information, les suites arithmético-géométriques et le procédé qu'on va mettre en œuvre ici fait partie du programme de maths complémentaires et donc est complètement accessible au niveau terminal. Donc première étape, ce qui est très étonnant, c'est qu'on va s'intéresser d'abord à une suite C telle que la relation de récurrence vérifiée par R soit aussi vérifiée par C. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est une suite constante telle que Cn plus 1 est égal à ACn plus B, c'est-à-dire chez nous, à 1 quart de Cn plus R plus P sur 2. Et on veut que cette suite soit une constante. Si on veut que cette suite soit une constante, on sait que Cn est égal à une certaine valeur et que Cn plus 1 aussi. Donc je vais appeler grand C cette valeur et donc je vais avoir grand C qui vaut 1 quart de grand C plus R plus P sur 2. Et donc en isolant notre inconnu C, j'ai C moins 1 quart de C qui va faire 3 quarts de C et donc j'ai 3 quarts de C qui vaut R plus P sur 2. Pour enlever les 3 quarts devant mon C, je vais multiplier par 4 tiers. Et donc C va être égal à 4 tiers de R plus P sur 2. Le 4 se simplifiant avec le 2, ce qui va faire 2 R plus P sur 3. Et donc ceci est la valeur de la suite constante qui vérifie la même relation que la suite Rn. Et dans ce cas-là, on va faire une sorte de changement de variable. On va utiliser une suite auxiliaire, ça vous y êtes habitué, hein. Mais dans les sujets de terminale, on vous donne directement cette suite. C'est-à-dire qu'on vous fait rarement passer par la suite numéro 1, mais on vous pose directement pour tout n, Vn qui vaut Rn moins Cn. C'est-à-dire, chez nous, vu que Cn est une suite constante, on vous dit posons Vn égale Rn moins 3 quarts, par exemple. Et après, on vous demande de montrer que Vn est une suite de nature particulière et on se sert de cette suite pour trouver la forme explicite de la suite que l'on cherche, c'est-à-dire chez nous Rn. Et donc, nous, on va montrer que la suite Vn est géométrique. Et pour montrer cela, on va tout simplement calculer Vn plus 1 et montrer que Vn plus 1 s'exprime en fonction de Vn. Et donc Vn plus 1, par définition, c'est Rn plus 1 moins Cn plus 1. Alors je ne vais pas étonnamment remplacer Cn plus 1 par 2 fois R plus P sur 3. Je vais le garder sous cette forme et je sais que Cn plus 1, c'est un quart de Cn plus R plus P sur 2. Et vous allez voir que ça simplifie les calculs. Ça, c'est pas intuitif, mais c'est une belle astuce qui permet de gagner du temps. Et donc Rn plus 1, je sais que c'est 1 quart de Rn plus R plus P sur 2. Et Cn plus 1, je sais que c'est 1 quart de Cn plus R plus P sur 2.
Donc c'est 1 quart de Cn plus R plus P sur 2. On voit que R plus P sur 2, R plus P sur 2 va se simplifier et on va pouvoir mettre 1 quart en facteur. Il nous reste quoi? 1 quart facteur de Rn moins Cn, c'est-à-dire par définition 1 quart de Vn. Et donc j'ai ma suite V qui est bien une suite géométrique de raison 1 quart, ce qui va me permettre dans une troisième étape d'avoir directement Vn qui va valoir V0 fois Q puissance n. Je sais que c'est une suite géométrique. J'obtiens ici que Q est égal à 1 quart. Et ce qu'il va faire finalement fois 1 quart puissance n. Alors ceux qui veulent écrire le 1 quart puissance n comme 1 puissance n sur 4 puissance n, c'est-à-dire 1 sur 4 puissance n, vous pouvez. Moi je vais garder le 1 quart puissance n, vous allez comprendre après pourquoi. Il nous reste V0. V0 c'est R0 moins C0. R0 c'est la valeur de la richesse, c'est la fortune du riche à l'instant 0, c'est-à-dire c'est R. Et C étant une suite constante, elle vaut tout le temps 2 facteurs de R plus P, le tout sur 3. Toujours facteur de 1 quart puissance n. Et après simplification, R c'est 3R sur 3, donc 3R sur 3 moins 2R sur 3, ce qui va faire R sur 3, moins 2P sur 3, c'est-à-dire R moins 2P, le tout sur 3 fois 1 quart puissance n. Et donc on a la forme explicite de notre suite V, et une fois qu'on a ça, ça vous êtes habitué en terminale, vu qu'on a V qui est relié à R, qu'on a la forme explicite de C vu qu'elle est constante, qu'on vient d'avoir la forme explicite de V, ça nous donne la forme explicite de R, et donc on a pour tout n, je n'écris pas de quel que soit n appartenant à n, mais normalement il faudrait, Rn est égal finalement à Vn plus Cn, c'est-à-dire à R moins 2P sur 3, fois 1 quart puissance n, plus 2 facteurs de R plus P sur 3. Et donc on vient d'obtenir la forme explicite pour la suite R, et vu qu'on sait que Rn plus Cn est égal à la suite C, c'est-à-dire est constante, on peut obtenir de cette manière la fortune aussi du pauvre à chaque étape. Donc nous avons l'expression de Rn, je vous ai fait le calcul pour l'expression de Pn, j'ai juste dit que Rn plus Pn était toujours égal à grand R plus P, et donc Pn est égal à R plus P moins tout ça. Donc j'ai juste effectué le calcul et on tombe sur cette expression. On va s'intéresser maintenant à la question, est-ce que ces suites, maintenant qu'on a leur forme explicite, est-ce que ces suites convergent? Je vous rappelle qu'au lycée, vous posez très peu cette question. Chaque fois que vous avez une suite, vous écrivez limite de la suite égale comme si la limite existait toujours, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est d'ailleurs le grand point d'écart qu'il y a entre le lycée et la prépa au sujet des suites. Et donc on va commencer à se poser la question du comportement de cette suite. On voit qu'ici, elle est la somme d'une suite constante et d'une suite géométrique. Or, en terminale, vous avez le comportement des suites géométriques qui dépend finalement de la valeur de Q. Comme 1 quart appartient à moins 1, ouvert, on a 1 quart puissance n qui va tendre vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc je rappelle qu'une suite géométrique admet toujours comme limite 0, donc est convergente dès que Q est comprise entre moins 1 et 1 strictement. Quand Q est égal à 1, la suite est constante, alors elle admet aussi une limite mais qui n'est pas forcément 0. Et quand Q égale moins 1, dans ce cas-là, la suite, sauf avec V0 qui pourrait valoir 0, mais la suite est alternée et n'admet justement pas de limite. Donc on a besoin d'avoir l'exclusion des deux bornes. Donc si je sais que 1 quart puissance n va tendre vers 0, le coefficient qui est devant ne dépend pas de n, donc ne va pas changer la limite. La limite de tout ce terme sera 0. Et donc la suite Rn va converger vers 2 facteurs de R plus P sur 3. Donc là, on vient de prouver que dans tous les cas, quelle que soit la valeur de R et de P, dans tous les cas, la suite Rn allait converger et on a trouvé sa limite en même temps. De la même manière, on a tout ce terme qui va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini parce que 1 quart puissance n va tendre vers 0 et R plus P sur 3 qui va être constante, qui va être finalement la limite de P indice n. Donc
la suite Pn va tendre vers R plus P sur 3. On a nos deux limites. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'essayer justement de vérifier que les résultats qu'on a obtenus dans nos premières modélisations, dans nos cas particuliers, sont cohérents avec les valeurs qu'on a obtenues. Quand on avait R qui valait 100 et P qui valait 20, dans ce cas-là, R plus P va faire 100 fois 240, 240 divisé par 3. On a R qui va tendre vers 80 et Pn qui va bien tendre vers 40. R plus P sur 2 va faire 120 divisé par 3, 40. On avait donc nos deux courbes qui tendaient vers, qui avaient l'air de tendre vers 40 et vers 80, et là on vient de le confirmer. Je vous laisse faire le calcul avec 100 et 40, et vous allez tomber sur des valeurs fractionnaires qui vont être très proches de 46,66 et 93,33, qui étaient de nouveau des valeurs qui étaient proches de celles que le graphe pouvait nous indiquer. Alors à chaque fois que vous avez un problème, je vous l'ai déjà dit, il est important d'essayer d'ouvrir ce problème. Donc on peut se poser différentes questions pour essayer de généraliser la situation. Première possibilité, c'est si le riche et le pauvre arrêtent de se donner mutuellement la moitié de leur fortune, mais si par exemple le riche donne 3/4 de la fortune et du coup le pauvre donne 3/4 de la fortune aussi. Est-ce que ça change les résultats? Est-ce qu'il y a dans ce cas-là toujours convergence de la suite? Est-ce qu'on va pouvoir exprimer après la limite à partir des fortunes respectives du départ et du coup de la fraction alpha qu'on va donner? Donc si alpha est une valeur comprise entre 0 et 1, le riche donne alpha de sa fortune, la fraction alpha de sa fortune au pauvre, et le pauvre rend une fraction alpha de la même fraction alpha de sa fortune. Vous remarquez qu'on vient d'avoir la deuxième question, c'est si le riche donne une certaine fraction de sa fortune, mais que le pauvre en donne une autre. La question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que le pauvre peut même devenir plus riche que le riche, qui est une vraie bonne question. Et la dernière question qu'on pourrait se poser, en tout cas une autre question qu'on pourrait se poser, c'est que se passe-t-il si on cale une personne intermédiaire? C'est-à-dire le riche donne à quelqu'un qui a en gros une fortune moyenne, que j'ai appelé moyen, le moyen donne au pauvre et le pauvre rend au riche. Alors soit on dit toujours la moitié, soit une fraction identique pour chacun, soit chacun une autre fraction. Et autre possibilité, à laquelle je n'avais même pas pensé, j'ai pensé en faisant cette activité, c'est le riche peut donner la moitié au moyen, le moyen donne la moitié au pauvre, le pauvre rend la moitié au moyen, qui rend la moitié au riche. Vous voyez que ce ne sera pas la même chose que si le pauvre rend directement au riche. D'ailleurs, dans cette situation, je vous invite fortement à essayer de regarder, pour ceux qui ont un peu de temps et qui ont cette motivation, vous allez voir que vous tombez sur une situation finale qui est assez inattendue, vraiment inattendue. On va pouvoir tout de même se poser une question dans cette histoire, c'est est-ce que le riche perd toujours de l'argent? Ou est-ce que le riche, à la fin, pourrait s'enrichir? Donc la question c'est est-ce que la valeur finale obtenue pour le riche, on a dit qu'on obtenait 2R plus P sur 3 comme fortune finale, est-ce que je peux avoir R qui va être finalement plus petit que cette valeur finale? Est-ce que la valeur finale obtenue par le riche peut être plus grande que la valeur initiale obtenue par le riche? Simple équation qu'on peut résoudre facilement et on tombe finalement sur cette inéquation suivante. Si la fortune du pauvre, si le double de la fortune du pauvre est supérieur à la fortune du riche, ben dans ce cas-là, le riche va s'enrichir. Donc en réalité, si maintenant on devait essayer de trouver une manière de s'enrichir dans cette situation, le riche, il suffit qu'il choisisse un pauvre qui a plus de la moitié de sa fortune, donc qui n'est peut-être pas si pauvre que ça, et dans ce cas-là, en donnant la moitié de sa fortune, et si la personne accepte évidemment de continuer à rendre la moitié de la fortune, et ainsi de suite, le riche va s'enrichir. Je vous propose la situation suivante, le pauvre à 80, le riche à 100, et on voit très clairement que le riche s'est largement enrichi, il a gagné à peu près une vingtaine, disons un cinquième de sa fortune, alors que le pauvre s'est appauvri. Alors pour la semaine prochaine, je vous propose d'étudier les deux suites définies comme ici. Donc UN, c'est la suite qui vaut 1 plus 1 demi plus jusqu'à plus 1 sur n. On voit qu'on a une somme qui apparaît, ceux qui ont vu la vidéo sur le symbole sigma, le symbole somme, je vous invite à écrire cette suite avec ce symbole. Pareil pour la suite Vn, Vn qui vaut donc 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 au carré jusqu'à 1 plus 1 sur n au carré. Et je vous pose la question, étudiez au maximum ces suites, essayez de voir quels seront leurs devenirs
Est-ce qu'elles convergent? Est-ce qu'elles admettent une limite? Et si elles admettent une limite, quelles sont ces limites? Je vous spoil un tout petit peu. Les devenirs de ces deux suites sont vraiment différentes alors qu'elles ont l'air de beaucoup se ressembler. Donc essayez d'être précis et on verra la semaine prochaine comment on arrive à étudier ces suites. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.